Risque de poussée inflationniste, fortes attentes sur les résultats d'entreprise, doutes autour des valeurs technologiques. Voilà 3 gros risques que les marchés doivent prendre très au sérieux, selon Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour David. Rédacteur en chef des publications Agora. C'est vrai que les indicateurs avancés montrent que la croissance est toujours vigoureuse, mais qu'elle n'accélère plus. Est-ce que ça plaide vraiment pour une poussée inflationniste? Parce que pour vous, il faut regarder comme l'inflation, poussée inflationniste qui serait vraiment plus contrôlable du tout. C'est vraiment de nature à déstabiliser les marchés, le retour de l'inflation? Parce que si il y a la dérivée seconde qui s'annule, comme on dit, et que la croissance commence un peu à légèrement ralentir, c'est pas ça qui va pousser l'inflation, non? En fait, ce qu'on a vu depuis quelques jours, notamment hier, vous savez, hier, il y a un indice des prix à la production qui est sorti aux États-Unis, ouais, à 3% en rythme annuel et surtout à son plus haut niveau depuis 2012. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on sent qu'il y a un ralentissement économique. Alors c'est pas dramatique parce qu'on était sur un palier très important. Il y a un léger ralentissement, aussi bien aux États-Unis que dans la zone euro. Ça va se transmettre au prix. Hein. Il ne faudrait pas qu'il y ait, si vous voulez, une poussée inflationniste. Non, parce que aux États-Unis, on est quasiment en plein emploi, si vous voulez. Alors on a des indicateurs qui commencent à vaciller, mais on est quasiment en plein emploi. Et la relance budgétaire, quand même avec un taux de participation, oui, de 62%. Travail, oui, qui est pas mais alors élevé. avec la relance budgétaire, la relance budgétaire qu'a fait Donald Trump en pleine période de plein emploi, ce qui est rarissime, hein, parce qu'en général on fait une politique budgétaire quand ça va mal. Quand ça va mal. Là il l'a fait quand ça va bien. On a une probabilité qu'on ait du mal à embaucher, et donc il y a un petit peu d'inflation salariale qui revienne aux États-Unis. Et donc vous pouvez être dans une situation où vous avez 2,5% de croissance aux États-Unis, pas plus, et une poussée de l'inflation, et surtout une réserve fédérale américaine qui soit derrière l'inflation, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à juguler l'inflation et qu'elle doit frapper fort. Qu'elle soit à la remorque un petit peu. Qu'elle doit frapper fort s'est pris trop tard, en termes de hausse des taux. Et ça, c'est un paramètre qu'on a complètement oublié. Mais on joue pas un peu à se faire peur. Quels sont les signaux avant-coureurs, encore une fois? Ok, les prix à la production, mais il n'y a pas vraiment... Alors, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont commencé à augmenter les salaires, notamment chez Walmart, par exemple, qui a augmenté les salaires. Il y a quand même ce prix à la production, on est quand même sur des rythmes de 3%. Donc, il ne s'agit pas de jouer à se faire peur, il s'agit de dire, attention, il y a un danger qu'il ne faut pas négliger, parce qu'encore une fois, je ne parle même pas du protectionnisme qui est inflationniste, parce que si on vient dans une guerre commerciale, je ne vais pas encore une énième fois l'aborder, ça sera inflationniste. Le président chinois a joué la désescalade. Oui, pour l'instant, puis il suffit qu'il y ait un tweet ce soir pour dire l'inverse, pour qu'après on dise non, il n'y a pas de désescalade. Bon, avec Trump, il peut toujours se passer quelque chose. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir aussi le protectionnisme, la relance budgétaire et être dans une espèce d'hydre inflationniste. Alors, c'est pas l'inflation des années 80 à 15%. On peut avoir graduellement un peu plus d'inflation et donc la Fed qui est obligée de réagir, qui réagit vite, ça déséquilibre complètement les marchés financiers, notamment les taux longs, parce que pour l'instant, les taux longs, il ne se passe strictement rien. Tout le monde disait en début d'année, on verra les taux américains à 3,20. On est toujours à 2,80. Même chose sur le 10 ans allemand, on est à 0,50 points de base, alors qu'on était à 0,80 il y a 3 mois. Bref, il y a ce risque. Et David, il ne faut pas le sous-estimer. Les marchés le sous-estiment. Pour l'instant, les marchés le sous-estiment. C'est-à-dire que les marchés se disent que l'accident de janvier est simplement un accident. Vous savez, quand on avait eu ce salaire qui va augmenter de 2,7%, il faut regarder ça quand même de très près. Il faut regarder ça de très près. Bon, donc premier risque, il faut regarder de près. Deuxième risque, ce sont les publications de résultats. Le bal, voilà, vient de commencer des deux côtés de l'Atlantique. Déjà en France, ça commence bien avec LVMH, rien à redire sur les résultats. Ils sont dingues ces résultats, non? LVMH, c'est quand même le luxe. Le luxe est complètement... C'est pas de bon augure quand même Si, mais LVMH fait toujours mieux que prévu. LVMH en croissance organique, je crois qu'on attendait 10 milliards et demi, on a eu 10 milliards 9 en termes de chiffre d'affaires, tout va bien, maroquinerie, la mode. Donc c'est pas le meilleur baromètre LVMH. Alors c'est sûr que c'est la première capitalisation française, c'est 130 milliards de capitalisation, mais le luxe est un peu à part. Je suis sûr que Kering va publier également de bons chiffres, Hermès aussi. À noter, vous savez que c'est une petite aparté, c'est que LVMH, Kering et Hermès sont actuellement à leur plus haut niveau historique. Donc, non, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aux États-Unis, on attend quand même une croissance de 18%. Sur le premier trimestre ou sur l'ensemble de l'année? 19 sur l'année, 18 sur le premier trimestre, avec, il est vrai, un tiers lié à la réforme fiscale, mais on est quand même dans des attentes très, très, très élevées avec un marché américain qui vaut 17 ou 18 fois les bénéfices. Donc, attention à cet état de fait, parce que les grandes hausses, on devrait l'avoir dans l'énergie, plus 70%, et dans les services financiers. Mais dans la consommation, ça patine. On aura 8 à 10% de hausse dans les bénéfices par action des entreprises liées à la consommation. C'est pas mal. Mais attention, parce que on est très haut. Il y a un risque déceptif. Il y a un risque déceptif qu'on a moins en Europe, parce que par exemple, sur le premier, sur l'ensemble de l'année, c'est 10%, c'est ça? C'est 8%.
Et si vous voulez, sur le CAC 40, c'est 6 à 8%, donc il y a moins de risques. Oui, risques. mais en même temps, le CAC 40 est moins bien valorisé. Le PER est, je crois, de 14, 15. On est à 15, mais d'un autre côté, vous allez me dire que dans le CAC 40, c'est plus un CAC 40 luxe, comme je l'ai dit, puisque le luxe est 13% du CAC 40, alors qu'il y a beaucoup moins de tech, puisque la tech, vous savez, c'est 8% du CAC 40, ce qui est un peu invraisemblable. On veut faire de la France un grand pays de technologie, mais on a 8% simplement en termes de pondération des technologies dans le CAC 40. Donc, ce que je veux dire, c'est que les attentes sont très élevées. Attention donc à ce que ça ne soit pas déceptif, parce que plus vous partez de haut, et plus finalement la chute peut être brutale. Les premières publications donnent quelle écoutez, franchement, aux États-Unis, il n'y a pas eu vraiment encore de première publication. On attend les banques, là. Traditionnellement, c'était Alcoa, mais Alcoa maintenant a reporté sa publication qui est plus tard. Ça va être JP Morgan Wells Fargo vendredi. On aura un premier impact. Bon, donc attention à bien regarder les attentes qui sont fortes en matière, donc une fois de croissance des bénéfices. Si elles n'étaient pas au rendez-vous, on aurait un coup de bambou sur les marchés. On peut avoir un coup de bambou, d'autant plus que si vous voulez... Donc si on ne fait pas genre 18%, mais qu'on fait 17, 16, 15, c'est la catastrophe. Pas la catastrophe, mais si on y aura une correction, quoi. Si on faisait par exemple 15% au lieu de 18%, il est évident que mécaniquement, les bénéfices par action sur l'ensemble de l'année s'ajustent, et donc mécaniquement, vous avez un Dow qui peut perdre 5 à 7%. Il ne s'agit pas de parler de crack, il ne s'agit pas de parler de... Mais attention, parce qu'on a quand même repris pas mal de terrain par rapport au plus bas. Alors certes, on est à 7 ou 8% des plus hauts sur le Dow Jones et sur le Nasdaq. Mais il y a quand même une fenêtre de tir à la baisse, d'autant plus que sur un an, j'ai regardé, le Nasdaq gagne 20% et le Dow Jones gagne 18%. Et vous savez combien gagne notre pauvre petit CAC 40 ? 3,5%. Comment on explique ce découplage d'ailleurs ? Parce que c'est assez... Pas le sujet du jour du tout. Il y a un effet de change, et puis il y a aussi un effet qu'il y a beaucoup moins de tech dans le CAC 40. Et ce qui fait rêver les marchés, c'est toutes les valeurs autour de la disruption, autour de l'innovation technologique. C'est le troisième risque, parce qu'il y a ce doute maintenant, voilà, depuis un mois autour des valeurs tech américaines, le scandale effectivement Cambridge Analytica, autour des données personnelles, mais ça va au-delà même de Facebook. Il y aura une remise en cause des modèles avec plus de régulation et donc in fine avec moins de profit. Alors, il n'y a pas une remise en cause en termes de disruption d'innovation technologique, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir moins de croissance. Prenons Facebook. En début d'année, on pensait qu'on aurait plus 20 cette année en termes de bénéfices et plus 22 l'an prochain. On aura simplement plus 17 cette année et plus 21 l'an prochain. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, arrêtez avec vos petits chiffres, etc. Sauf que Facebook, ça vaut quand même 20 à 23 fois les bénéfices. Que s'il y a une réglementation de tout ce qui est les data, ça pourrait peser sur le cours. Vous avez d'autres valeurs qui sont excessivement bien valorisées. Amazon, ça vaut 200 fois les bénéfices. En termes de PER, alors c'est sûr que c'est de la disruption, etc., etc. Mais si Donald Trump continue à taper sur Amazon, il pourrait y avoir un impact. Et puis le secteur MSCI World en technologie, ça vaut quand même 21 à 22 fois les bénéfices. Donc on n'est pas non plus dans les années 2000. Dans les années 2000, ce même indice MSCI Technology World était à 58. Donc on n'est pas dans les années 2000. Il ne s'agit pas de dire que l'exubérance irrationnelle est technologique, mais il s'agit de faire attention parce qu'elle reste quand même assez bien valorisée. Toutes les boîtes, vous avez Alphabet, c'est-à-dire l'ex-Google, enfin Google, ça vaut quand même 25 à 27 fois. Alors pour trouver des techs pas très cher, il faut aller du côté de IBM, ça vaut 11 fois les bénéfices. Du côté d'Intel, ça vaut 13 fois les bénéfices. Ou encore du côté d'Apple, ça vaut 14 fois les bénéfices. Du côté d'IBM et d'Intel, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de rupture. C'est des technologies qui existent depuis des décennies, mais il n'y a finalement rien de nouveau. Il y a des modèles qui ne sont pas en crise, mais ce n'est pas des modèles d'hypercroissance, contrairement aux GAFAM. D'après, la question qu'on se pose, c'est de savoir si les marchés actions peuvent continuer à monter sans la tech comme moteur. Je ne sais pas, 70-80% de la hausse des marchés depuis un an en marché américain est engendrée et due à la tech. Force de la tech. Non, sans la tech. Autant en France, on peut faire un peu ce qu'on veut sans la tech, puisqu'il n'y a pas de tech. Autant aux États-Unis, c'est le luxe. La tech, c'est le luxe. Non, aux États-Unis, ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est quand même la tech qui tire. Et puis, où est-ce qu'il y a de la croissance ? Il peut y avoir une rotation, encore une fois, avec d'autres secteurs. Moi, je ne crois pas tellement, si vous voulez, aux rotations. Moi, je crois plutôt à une logique de stock picking, parce que la rotation, je crois qu'on n'en parle plus beaucoup. Bon, alors si en France, il y a le luxe, parce qu'il y a toujours de la croissance. Mais franchement, dans les boîtes américaines, je pense que s'il y a un pain sur les technologiques, ça sera très difficile d'aller ailleurs. Et de toute façon, le Nasdaq baissera. Et de toute façon, vous aurez cet impact en Europe avec des technologies qui risquent les Infineon, les ST microélectroniques, qui risqueraient également de subir des prises de bénéfices. Moi, je le connais, mon Eric Lewin. Il est en général, vous étiez plutôt bullish, entre guillemets. Là, je vous sens quand même un peu réservé sur les marchés. Écoutez, je trouve qu'en ce moment, on est dans un marché porte de saloon. Je vais vous donner deux exemples. Jeudi soir, il est à peu près 1h du matin. Trump dit attention, on va faire 100 milliards de droits de douane sur la Chine. En plus.
Le marché parisien perd 100 points sur les futurs à 1h du matin, parce que vous savez, les futurs sont verticaux. Eric Lewin ne dort pas la nuit. Et écoutez-moi bien. Et donc, le matin, en se réveillant, je me suis dit, ben non, ça va être une journée horrible. Et finalement, on a repris les 100 points. Même chose, je crois que c'était lundi, le CAC 40 a fait 5003, et hop, il a fini à 5260. Donc, en ce moment, il y a une bagarre terrible entre les haussiers et les baissiers, qui fait, on ne sait plus du tout à quel sein se vouer, parce que le marché ne veut pas vraiment baisser, mais il n'y a pas assez de moteur, il n'y a pas assez de catalyseur pour qu'il progresse également. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué en ce moment, mais c'est porte de salon, parce que si vous êtes acheteur à 5280, vous faites avoir. Et si vous êtes vendeur à 5002, vous vous faites avoir également. Donc il faudra attendre. Je crois qu'avec la publication de tous les chiffres microéconomiques, on devrait avoir une tendance, avec bien sûr l'autre point d'interrogation, c'est tout ce qui est autour de la géopolitique. Est-ce que Trump, d'ici les prochaines 48 heures, va taper la Syrie et quelles seront les réactions de la Russie? Ça, c'est un risque géopolitique sur lequel je n'ai pas voulu m'étendre parce qu'on pourra en parler des heures, mais c'est un risque à ne pas négliger. À noter que le pétrole, je crois que nous avons un WTI qui doit être à $71 et un Brent à $65. Je crois qu'on est au plus haut depuis 2 ou 3 ans. Donc là aussi, sur le pétrole, il y a également un petit risque, mais ça serait compliqué de tout commenter. Merci, on manque de temps, mais vous reviendrez. Il vient régulièrement nous voir, Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric. Merci David.